Le salon de l'auto est de retour après avoir été annulé l'année passée. Il a lieu, comme d'habitude, là-bas un petit peu plus haut, sur le plateau du Heysel. Que pourra-t-on y faire? Que pourra-t-on y voir? Est-ce que ça vaut la peine d'y aller? On va tenter de répondre à ces questions et on va en profiter aussi pour s'intéresser un petit peu au marché de l'automobile. On sait qu'en Europe, c'est très compliqué pour l'instant. Qu'en est-il? Est-ce que l'Europe aura l'occasion, à l'avenir, de recoller au marché chinois qui est en pleine expansion grâce à des voitures qui sont à petit prix? Industrie de l'automobile, salon de l'auto, on en parle juste après ça, générique. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ça commence ce soir, le salon de l'auto est de retour. Christophe Dubon, vous êtes responsable de la communication de la FEBIAC, organisateur du salon de l'auto. Comment on l'appelle maintenant, le Brussels Motor Show? Le Brussels Motor Show, en effet, qui connaît cette année sa 101e édition et qui sera ouvert jusqu'au 19 janvier au Heysel. De retour, après un an, finalement, on a décidé de quand même avoir un salon aujourd'hui pour la 101e. Ah, tout à fait, c'est une demande qui est venue de nos membres, donc les constructeurs automobiles. Et forcément, nous avons embrayé sur cette demande et nous avons été évidemment ravis d'apprendre cette volonté de relancer le salon déjà au mois de mai, ce qui nous a permis quand même déjà d'avancer pas mal dans les préparatifs avant l'été. Et aujourd'hui, on ouvre avec un salon qui est record quant au nombre de marques automobiles et de LCV qui sont présentes. 63 marques présentes au salon, ça n'est jamais arrivé par le passé. Et donc ça montre aussi l'importance que revêt l'événement pour le secteur automobile. Qu'est-ce qu'on pourra y voir, y faire? Vous avez déjà partiellement répondu. Donc effectivement, 63 marques présentes. Alors là, on parle uniquement de l'exposition de véhicules neufs. Après, il y aura évidemment tout un volet animation qu'on a mis en place avec nos collègues chez FEBIAC pour aussi divertir le public. Donc qui va pouvoir venir voir les nouveaux véhicules, voir les nouvelles technologies et aussi s'amuser, effectuer des nouvelles expériences dans le cadre du salon, des choses qui n'ont jamais été faites auparavant à Bruxelles ni dans aucun autre salon. 63 marques, c'est beaucoup. Est-ce que chaque marque a l'occasion de présenter plusieurs modèles ou alors c'est assez restreint par rapport à ça? Effectivement, 63 marques, c'est beaucoup. On se rappelle qu'on en avait 49 au dernier salon en 2023. On en avait 39 au dernier salon pré-Covid. Après, ça s'explique assez facilement puisqu'on a beaucoup de nouveaux acteurs sur le marché automobile en Belgique et notamment des marques américaines ou asiatiques qui viennent pour la première fois au salon à Bruxelles. Donc ça explique aussi pourquoi on a autant de marques qui sont présentes à Bruxelles. On parle souvent des marques chinoises, il y en a beaucoup qui viennent cette année au salon? Il y en a une grosse dizaine, dont pour la plupart des marques qui viennent pour la première fois au salon, qui vont faire leur entrée sur le marché automobile belge en 2025. Et c'est leur première prise de contact avec le grand public. Sans voiture chinoise, est-ce qu'il y a un salon de l'auto ou alors c'est elle qui booste un petit peu? Alors, sans voiture chinoise, il y a certainement un salon de l'auto puisque la décision d'organiser le salon a été prise par le CA de FEBIAC. Et donc, le CA est représenté par les marques historiques du continent européen, donc les marques traditionnelles que l'on connaît tous. Ouais. Et donc, ce sont ces marques qui ont les premières décidé d'une part d'organiser le salon et qui se sont inscrites en première pour participer au salon. Il y a des motos aussi, il y en avait quelques-unes il y a 2 ans. Alors, il y aura quelques motos, mais on parle bien d'un salon de l'auto et du véhicule utilitaire. Donc, ce n'est pas un salon de la moto, c'est vraiment un salon de l'auto avant tout. Ouais, c'est ça. Je sais qu'il y a 2 ans, il y a D'Ieteren qui venait pour présenter des solutions de mobilité. Là, on reste vraiment sur un salon de l'auto, même si D'Ieteren fait un petit peu exception parce qu'ils ont un salon un palais tout entier pour eux. Effectivement, donc il y aura, comme je le disais, uniquement des voitures, mais les exposants qui cumulent avec des solutions de mobilité, quelles qu'elles soient, ont la totale liberté de les présenter, effectivement. Quand on parle c'est un grand événement marketing, de communication, on sait qu'il y a les réseaux sociaux, aujourd'hui les marques l'utilisent notamment. Une marque comme Nissan, par exemple, pour ne pas la citer, disait qu'un salon, ça coûtait trop, c'était trop d'investissement, alors qu'il y a d'autres canaux de communication qui existent. Est-ce que les réseaux sociaux, c'est un concurrent des salons comme le salon de l'auto? Je pense plutôt qu'il s'agit d'un allié pour nous, puisque nous les utilisons également massivement pour communiquer, déjà pour faire savoir que le salon est de retour, mais aussi pour mettre en avant ce que nous allons proposer et pour convaincre évidemment les visiteurs de nous rejoindre. Après, je pense que, voyez, on peut voir les marques qui ne sont pas présentes, mais de nouveau, avec 63 marques qui ont répondu présentes au salon, je pense que
l'intérêt, il est clair par rapport aux marques automobiles. Le salon s'inscrit dans une dynamique particulière pour l'instant. Le monde de l'automobile, il fait plutôt l'actualité parce qu'il va pas bien. Est-ce que c'est judicieux de faire une fête de la bagnole en quelque sorte dans ce contexte? Alors, je pense que c'est d'autant plus judicieux de mettre en avant les nouveaux produits et les nouvelles technologies à une époque où le marché se porte moins bien. C'est justement dans ces moments-là qu'il faut oser se mettre en avant, revendiquer les nouveautés technologiques qui ont été développées au service de la mobilité, de la sécurité et de l'efficience également écologique. Donc oui, je crois que plus que jamais, le salon a sa raison d'être. Le prix des voitures a explosé ces dernières années et il y a moyen de faire des affaires encore. Ça existe encore ces conditions salon ou alors c'est un petit peu du marketing? Alors les conditions salon, elles sont plus que jamais d'actualité également, puisque même dans les années où il n'y avait pas de salon, les marques continuent à proposer des conditions salon. Donc effectivement, les conditions sont bien au programme en cette année 2025. Et effectivement, les bonnes affaires, c'est clairement sur le site du salon OSL qu'elles peuvent se réaliser jusqu'au 19 janvier. Vous attendez combien de visiteurs? Alors on espère pouvoir annoncer 300 000 visiteurs lorsque le salon se refermera. C'est un peu plus qu'il y a 2 ans, c'était 265 000. On est loin des 700 000. Alors c'était 275 000 il y a 2 ans, on est loin des 500 000 d'avant Covid forcément puisque la superficie est un peu plus petite et que d'une manière tout à fait logistique, on n'a plus la capacité d'accueillir 500 000 visiteurs comme on l'avait par le passé. Ça attire toujours les salons. Alors on espère en tout cas, on a vu récemment le salon de Paris qui s'est tenu à la rentrée, a effectué de très beaux chiffres de fréquentation. On voit vraiment un revival, j'oserais le dire, par rapport au salon, aussi au niveau de l'intérêt des marques et on espère évidemment que ça va se prolonger à Bruxelles. Comment ça se passe si je souhaite venir? C'est quoi? C'est en ligne ou alors c'est sur place? Alors, en ligne ou sur place, c'est évidemment plus confortable d'acheter son ticket à l'avance en ligne puisque ça vous évite de faire la file en arrivant au ESL et ça vous permet de rentrer directement dans l'exposition. À l'année prochaine, Christophe Dubon? Ah ben on espère. Ouais, vous serez là, il y aura un salon en 2026? Alors on va d'abord faire celui de 25 et en tirer les conclusions, mais il est certain que si les conclusions sont positives, ben on peut espérer revenir en 2026 ou en 2027. Merci Christophe. Que vous veniez ou veniez pas, on vous réinvitera pour faire un petit peu le bilan, pour savoir ce qu'il en est à ce moment-là. Ça Merci marche, avec à vous plaisir. d'avoir participé à mon salon parce qu'il commence ce soir. Merci. Excellente soirée à vous. Et on reste ensemble pour parler un petit peu de l'industrie qui se porte pas bien, on l'a dit il y a quelques minutes. Comment se porte le monde de l'automobile et en particulier en Europe? On est avec Damien Derohan, vous êtes consultant en mobilité. On a l'habitude de vous voir le jeudi matin dans la matinale avec la Minute Mobilité notamment. L'industrie automobile va-t-elle vraiment mal? Oui, si on regarde les chiffres mondiaux, les chiffres en Europe, les chiffres un peu partout, c'est clair que les chiffres totaux ont changé. Maintenant, ce sont également des nouveaux acteurs qui entrent en jeu. Lorsqu'on regarde la production mondiale, on a quand même encore des constructeurs qui flirtent avec les 10 millions de voitures, ce qui ne s'est jamais vu. Mais ce ne sont plus les mêmes. Donc il y a des grandes mouvances dans les acteurs en fait. Et alors, c'est en Europe en particulier, on parle beaucoup de la voiture chinoise qui est en plein boom. C'est quoi? C'est l'Europe qui va mal ou c'est le monde entier? Non, alors je n'ai pas des chiffres spécifiques pour les différents continents. En tout cas, c'est clair qu'en Europe, et du fait que effectivement c'est une industrie qui va de plus en s'électrifiant, et on en a parlé dans d'autres reportages, le fait que les prix augmentent, ben forcément ça rend la voiture moins populaire, donc moins accessible à une partie de la population, puis une autre partie de la population également, plus urbaine, qui change de mode de transport. La voiture chinoise, c'est une voiture de bonne qualité. Oui, alors là, on a pas mal de clichés par rapport à il y a quelques années. Je me souviens les crash tests il y a 10 ans qui nous avaient tous fait rire et on s'était tous, je dis on parce que je travaille également dans ce secteur-là à l'époque, dit que c'était pas demain la veille qui risquait d'arriver, puisque ce qui mesure la qualité, c'est notamment la sécurité. À aujourd'hui, lorsqu'on regarde le niveau de finition et surtout par rapport au prix, j'étais au Mondial de l'automobile il y a pas longtemps et force est de constater qu'on voit des niveaux d'équipement qui sont assez impressionnants, outre les qualités intrinsèques en matière de, notamment si on parle d'électrique, d'autonomie, de puissance et de fonctionnalité. On voit des voitures très modernes, très connectées, qui sont très peu chères aussi. Comment est-ce possible qu'elles soient aussi chères? C'est parce qu'ils produisent les batteries chez eux? C'est uniquement ça? Alors la Chine a vraiment une stratégie et maîtrise complètement toute la filière. C'est pas uniquement les batteries. C'est clair que dans une voiture électrique, la batterie c'est un composant très important. Mais on va souvent pointer du doigt le fait qu'ils ont la main sur les matières premières en RDC par exemple pour pas le citer. Mais c'est vraiment une stratégie d'ensemble qui fait que quand vous maîtrisez tout de A à Z et que vous faites de la production de masse, ça vous permet également de diminuer fortement vos coûts. Outre le fait que évidemment la Chine elle-même, les pouvoirs publics ont décidé d'intervenir sur la production. Peut-être ce qui nous manque en Europe d'ailleurs.
quoi, d'avoir un petit peu plus de cohérence et d'avoir un petit peu plus de nationalisme économique par rapport à l'automobile? Oui, on découvre maintenant des documents qui datent de 2015 dans lesquels clairement la Chine affichait ses ambitions de ne plus être ce qu'on appelle l'usine du monde, mais vraiment de devenir un leader dans la production dans toute une série de secteurs. Et l'automobile était clairement pointé du doigt, ce qui fait qu'ils ont mis vraiment tous les moyens. Je vous dis encore une fois, depuis les matières premières jusqu'à la production finale. Et lorsqu'on fait de la masse production, et d'ailleurs c'est pas spécifique à la Chine, on peut diminuer fortement ses coûts. Par exemple, une batterie, là je prends l'exemple américain de Tesla, ils sont à moins de 100 € le kilowattheure, là où une marque européenne sera à plus de 250. Donc clairement, ça crée un avantage compétitif. Il y a 1 an et demi, je me souviens, on avait parlé d'une nouvelle prime flamande qui avait été donnée pour les voitures électriques. À l'achat d'une voiture électrique, il y avait une prime assez importante. Si je ne me trompe pas, c'était jusqu'à 5 000 €. On avait dit à ce moment-là que c'était une prime cachée à la voiture chinoise, parce qu'évidemment, les voitures électriques chinoises de bon marché sont plus nombreuses. Quel est le bilan de cette prime maintenant ? Alors la prime s'est limitée au budget qui avait été alloué, si je ne me trompe pas, c'était de 40 millions d'euros, ce qui permet, si vous divisez par 5 000 € par tête de pipe, ça fait jamais que 8 000 voitures, donc ça fait moins de 10% de tout ce qui a été immatriculé. Donc elle arrive à échéance ? Elle arrive à échéance entre-temps. Alors pour la petite anecdote, j'avais, dans le cadre du Mobility Studio, interrogé les 6 présidents de partis francophones avant les élections, en leur demandant, tiens, quid de primes en Belgique, puisque à ce moment-là, ça change aussi, tous les pays limitrophes à la Belgique donnaient des primes de 3, 4, 5, 7 000, 8 000 € comme au Luxembourg, et rien en Belgique. Et tous les présidents de partis m'avaient confirmé, oui, il faut donner des primes. Et entre-temps, malheureusement, quand on fait les comptes, pour donner vraiment quelque chose de conséquent, dire par exemple 10% des immatriculations belges bénéficieraient de ces primes-là, on parle d'un demi-milliard. Revenons-en un petit peu aux voitures chinoises dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que ce sont des voitures qui sont safe en termes de données personnelles ? On a souvent l'habitude de dire qu'on donne toutes nos données personnelles à des boîtes chinoises en lien avec l'État. Est-ce que, en termes de données personnelles, c'est safe ça ? Alors ça, c'est une très 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 bonne question. Il faudrait vraiment être un expert de cybersécurité pour pouvoir le vérifier. Force est de constater que lorsqu'on voit tout ce qui se passe déjà avec nos propres téléphones et de la manière dont nos propres discussions sont écoutées, on peut se poser des questions. Une voiture, c'est de plus en plus un objet connecté, avec ce que ça veut dire. Donc vous avez d'office minimum une carte SIM embarquée dans la voiture. C'est même une norme européenne depuis 2018 qui permet le e-call. Et donc ça permet également aux véhicules d'enregistrer tout ce que vous faites. Je pense à titre personnel que ça ne va faire que s'amplifier avec les voitures autonomes, parce que les voitures autonomes permettent... Ils sont déjà très utilisés en Chine. En Chine, aux États-Unis, ça roule déjà sur la chaussée au quotidien, dans un modèle commercialisé. Ça permettra notamment, quand on connaît tous vos trajets, de vous proposer des programmes publicitaires bien ciblés en fonction de vos centres d'intérêt. Est-ce que le gap, le delta entre l'industrie européenne et l'industrie chinoise peut se réduire, ou alors on est condamné, comme ils détiennent toutes les filières, on est condamné à être distancé définitivement ? Alors, il n'est pas encore trop tard, mais il est vraiment minuit moins 5. Un très bon exemple, et j'en avais parlé récemment aussi dans une chronique de la mobilité, c'est la fameuse Gigafactory Northvolt. C'était un très extraordinaire, en tout cas en termes de moyens, en termes de milliards consacrés pour lutter contre cet élément central qui est la batterie. C'est ça, c'était quoi Northvolt ? Northvolt, c'est une gigafactory basée en Suède, dont l'objectif était vraiment de produire des batteries pour l'industrie automobile européenne et de nous rendre plus indépendants sur cet élément clé qu'est la batterie. Malheureusement, pour différentes raisons de gestion, notamment de manque de flexibilité et de coûts de production, on est, alors à l'heure où on parle, je ne sais pas si la faillite est prononcée ou pas. Donc pour répondre à votre question, il n'est pas encore trop tard. Que faudrait-il faire ? Une nouvelle usine comme ça, subsidiée à fond par l'Europe ? Pas que, il faudrait, si on prend l'exemple de la Chine, il faudrait une vraie stratégie européenne impliquant d'office de facto tous les pays, sur toute la filière de la production jusqu'à la commercialisation. La bonne nouvelle, ce qui laisse penser qu'il y a quand même un espoir, c'est l'exemple de Renault, quand on voit le succès des R5 et des R4. Donc peut-être de faire autre chose que de copier les produits chinois, avec de jouer effectivement sur notre industrie, notre passé, avec des produits émotionnels que l'on est capable, force est de constater, de quand même produire en Europe et de produire à un prix qui soit acceptable, parce que c'est bien de faire des produits émotion, mais si on a 80 000 €, forcément, ça va toucher une faible partie de la population. Donc il y a quand même un espoir, je pense, mais pour autant qu'on s'en donne les moyens, y compris
au niveau des États, des pouvoirs publics, y compris dans ce qu'on vient de discuter avant, des primes à l'achat. Parce que pour une grande partie de la population, 40 000 euros, même si c'est rentabilisé, avec le coût de l'énergie, ça reste un montant beaucoup trop élevé. Merci Damien de Rohan pour ces précisions sur l'industrie automobile européenne. On va suivre ça évidemment comme d'autres thèmes de mobilité chaque semaine. Et on se retrouve d'ailleurs la semaine prochaine, même heure, même tram. Excellente soirée.